Ceux qui ont joué à Pokémon, à l'époque où la 4ème génération est sortie, comprennent probablement à quel point se retrouver devant la créature que vous venez d'apercevoir est important. Pour les autres, ceux qui n'ont joué qu'au jeu suivant, cette scène a peut-être moins de sens, mais comme il y a de fortes chances que vous sachiez qui est ce Pokémon, vous pouvez sûrement deviner qu'il s'agit d'un moment important. Enfin, pour ceux qui n'en ont absolument aucune idée, je vais pas vous le dire tout de suite. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'un Pokémon qui se tient droit dans un lieu spectaculaire, c'est généralement soit un légendaire, soit un fabuleux. Et comme vous pouvez vous en douter, les Pokémon qui ont l'honneur de faire partie de ces groupes au nombre peu sont rares. Parfois même très rares. Mais bon, reprenons tout depuis le début et faisons les choses dans l'ordre. Ma première foulée dans le monde de Pokémon, c'était à l'époque de Saphir, un opus sorti à l'été 2003 en Europe. J'ai directement accroché à tout, j'étais fasciné par la région d'Hoenn, par les créatures qui la peuplaient, et heureux, rien qu'à l'idée de repartir à chaque fois à l'aventure avec mon starter, le Pokémon qui nous est offert au début du jeu et que l'on choisit parmi 3 propositions. Un peu plus de 2 ans plus tard sort Pokémon Emerald, une version améliorée des jeux précédents, Saphir et Ruby. Elle y ajoute pas mal de contenu, ainsi que des corrections. Tout cela avec une histoire quelque peu retravaillée. Et en effet, dans Saphir, j'ai rencontré Poussifeu. Dans Emerald, c'était Arco. Puis j'ai obtenu un vélo, et j'ai descendu la piste cyclable à toute vitesse. Dans Emerald, j'ai obtenu un VTTT, un vélo très tout-terrain. J'ai couru dans les cendres volcaniques sur la route 113. J'ai pris un téléphérique. C'était fun. J'ai traversé le désert de la route 111. Dans Emerald, j'ai traversé ce même désert, sauf que cette fois-ci, j'y ai aperçu une tour. Tout là-haut, j'ai trouvé 2 fossiles, j'en ai récupéré un et la tour s'est effondrée. D'accord. Et tiens, tant qu'on y est, c'est marrant, tout en dessous de la route, il y a 6 rochers qui entourent un gros bloc de pierre. J'ai retrouvé un sous-marin volé et défié le chef d'une bande de malfrats, avant d'assister au réveil de Kyogre. Dans Emerald, c'était Groudon que j'ai vu se réveiller en premier, et j'ai vaincu le chef de la team de méchants là. Ensuite, à nouveau, j'ai retrouvé un sous-marin volé après avoir couru derrière, et Kyogre s'est enfui. Dans Saphir, j'ai affronté le créateur des océans, et il a rejoint mon équipe. Dans Emerald, j'ai retrouvé le créateur des océans, mais également celui des continents. Entre eux s'est engagé un combat d'une violence hors du commun, j'ai donc dû aller chercher un 3ème participant tout en haut d'une tour en ruine, pour stopper la fête. À partir d'ici, j'aimerais couper la musique un instant, et vous laisser le temps de soit revivre cette fameuse cutscene, soit de la découvrir pour la première fois.
Sympa, non? Allez, on repart. Après ces événements, j'ai obtenu le 8e et dernier badge. J'ai obtenu le 8e et dernier badge. J'ai traversé péniblement la fameuse route Victoire. J'ai traversé péniblement la fameuse route Victoire. Et finalement, on a battu la ligue. Et maintenant, quoi? Je veux dire, je suis devenu trop fort, je suis littéralement pote avec des divinités. C'est là que je vais m'amuser à fond, non? Je vais... Hein? Quoi? Plus de combats? Ok, cool, ouais, cool. Mais ça, j'ai déjà vu, en fait. Ah, attendez, je regarde 2 secondes ce que je dois faire. Alors, faut attraper toutes les évolutions des Pokémon de type normal pour compléter le Pokédex, oui. Ouais. Enfin non, je pourrais faire ça, bien sûr, mais... y a rien de plus... grisant? Vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup d'eau à Hoenn. Sûrement un peu trop même. Du coup, on passe notre temps à traverser les chenaux, à surfer sur le dos de nos Pokémon et à affronter des dresseurs faisant leur brasse matinale en haute mer. Ok, ça je comprends pas. Il y en a même qui apprécient tellement l'eau qu'ils ont décidé qu'ils y habiteraient. Mais non, mais pas dans l'eau, sur l'eau. Et tiens, voici Pacifiville. À partir d'ici, si on continue à explorer la ville, après avoir discuté avec une personne vous demandant d'où vous venez et lui avoir répondu oui ou non, on peut prendre le temps d'écouter un duo de vieux monsieur vous parler d'une île mirage, qui de toute évidence n'existe pas. Mais surtout, on peut se rendre dans la maison au nord-est de la ville et y rencontrer 2 personnes. La première nous parle très brièvement de l'existence de 3 Pokémon symbolisant respectivement la puissance de la pierre, de la glace et de l'acier. La seconde nous laisse avec le dicton suivant. 6 points ouvrent 3 portes. À cet instant, bien que cette phrase ne semble pas vouloir dire grand-chose, elle vient de redonner du sens à notre aventure. Il reste des choses à découvrir. Et c'est une très bonne nouvelle, je dois dire, ouais, c'est cool. Cependant, en voilà une qui est moins bonne, vous n'avez absolument aucune piste à explorer. Peut-être feriez-vous mieux de reprendre la route. Oui, c'est clairement ce qu'on va faire. Allez, go. Parce que oui, l'unique piste dont vous avez réellement besoin maintenant se trouve juste à l'ouest de là où vous vous trouvez déjà. Elle est segmentée en 3 chenaux reliant Pacifiville et Port-Russell, le 132, le 133 et enfin le 134. Bon, déjà, ça fait pas mal de route, mais en plus, vous allez devoir affronter des obstacles qui vous parleront peut-être si vous êtes déjà passé par là. C'est assez simple, la couleur bleu plate de l'eau est rayée par les stries des courants, et les courants vous emportent. Alors du coup, par où on passe? Normalement, la première fois qu'on traverse ces chenaux, c'est pour se rendre à Poivre-Sel. Cela se fait assez naturellement en empruntant la partie du haut de la carte. Attendez, je vous montre, ce sera sûrement plus clair. Donc, on est là, et pour me faire une idée synthétique des options qui s'offrent à nous et du chemin à emprunter, j'ai fini par tracer cette ligne sur la carte pour la diviser en 2 parties distinctes. Je me suis rendu compte que, grossièrement, si vous passez sur la partie supérieure ou si vous franchissez la ligne depuis la partie inférieure, vous finirez à Poivre-Sel, et c'est tout. La seule exception à cela semble être ce petit passage qui est lui-même assez difficile à atteindre. Ça nous conviendrait parfaitement si c'était la première fois qu'on passait par là et si on cherchait simplement à atteindre Poivre-Sel. Mais nous, on cherche autre chose.
Avec le recul, je crois que lorsque j'ai traversé cette mer agitée pour me retrouver au bord de cet abysse, j'étais en train d'assister, sans m'en rendre compte, à la naissance de mon attrait pour le mystère. Au bout de ce passage sous-marin, une inscription sur la roche. C'est du braille. Bon, vous m'excuserez pour mes limitations linguistiques, mais on va aller regarder comment ça fonctionne rapidement pour déchiffrer le message. Alors... ouais. Ah, ça c'est bien ça. Et si vous êtes plutôt du genre puriste, il y a ce bouquin qui existe notamment. On a donc cet ensemble de caractères qui, une fois traduit, donne « Rends-toi dans les profondeurs ». Petite pause et petite explication aussi. Dans la vaste majorité des jeux Pokémon, on retrouve les dénommés CS pour capsules spéciales. A l'instar des CT, capsules techniques, leur usage sur un Pokémon lui permet d'apprendre une nouvelle attaque. Toutefois, contrairement aux CT, les attaques que contiennent les CS ont un effet dans le monde, hors des combats. Elles deviennent alors nécessaires pour progresser dans nos différentes aventures, et leur utilisation est récurrente une fois que l'on a réussi à mettre la main dessus. Des exceptions à ce que j'en ai énoncé demeurent dans certaines versions, voilà merci. On en distingue 8 dans la 3ème génération de jeux Pokémon. Et voici leurs effets. Naturellement, vous comprenez que cette inscription vous invite à utiliser à nouveau la capacité nous permettant de plonger, mais cette étape est plutôt simple étant donné sa cohérence avec l'endroit où l'on se trouve. La musique change et installe l'ambiance. Nous voici au centre du mystère. Les stèles qui nous font face présentent elles aussi des inscriptions, rien de très profond, car une fois le braille traduit, on réalise qu'il s'agit simplement d'un alphabet, accompagné de quelques éléments de ponctuation. Mais cet indice prendra bientôt la forme d'une clé pour nous aider à franchir l'obstacle qui nous intéresse réellement ici, la paroi au fond du sanctuaire. En réalité, savoir qu'un alphabet est inscrit sur les stèles doit servir à confirmer aux aventuriers arrivés ici un peu par hasard que le braille était bien la solution à retenir pour découvrir la suite de l'énigme, car à partir de maintenant, on s'attaque aux caractères sur le mur. Ah oui, c'est vrai. Ravi de vous avoir présenté la liste des CS trouvables à ON parce que c'est maintenant que rentre en jeu une CT, qui a un effet en dehors des combats. J'ai nommé Tunnel. Cette capacité, on se l'a fait offrir plus tôt dans l'aventure par un habitant sur la route 114. Donc bah, pour l'instant on va faire ça. Voilà. Désolé. À présent, on a compris que les capacités permettaient d'avancer dans la grotte, alors on devine que c'est Tunnel dont on a besoin pour retourner la Terre et on s'exécute. La paroi se fissure, salle suivante. Cette fois-ci, 6 stèles disposées en cercle font une aide d'honneur à la dernière stèle, plus imposante. Voici leur traduction. En effet, ça fait beaucoup d'inconnus. Une caverne avec des pièces cachées, un Pokémon craint par tout un peuple, et puis surtout, pourquoi Wailord et Relicanth? Qui sont-ce? Pour être très direct, rien n'indique de réponse exacte, mais on a des pistes, et ces pistes sont ensuite devenues des théories plutôt pertinentes. Ce que je vous propose alors, c'est de vous faire une synthèse de plusieurs d'entre elles pour tenter d'attribuer une logique commune à toutes ces belles idées. Alors déjà, Wailord, ça ressemble à ça. C'est une très très grande baleine bleue, le plus grand Pokémon aquatique d'ailleurs, et le deuxième plus grand Pokémon après Eren, si on oublie les Gigamax. Notre ami Relicanth, lui, revêt le flow suivant,
Il est directement inspiré du sélacanthe, un poisson sacrément vieux qui vit aujourd'hui dans les grandes profondeurs. Ce dernier est d'ailleurs menacé d'extinction, ce qui peut quelque peu justifier la rareté de relicantes dans le jeu. Le thème récurrent des jeux se déroulant à Hoenn est l'opposition entre terre et mer. Si l'on suit ce fil conducteur, comme Wailord est une représentation d'un cétacé marin, ce Pokémon aurait donc, comme les baleines de la vraie vie réelle, des ancêtres mammifères terrestres. En ce qui concerne Relicanth, l'ordre des Sélacanthes ressemble aux ancêtres aquatiques des vertébrés terrestres. On aurait donc ici deux Pokémon intrinsèquement liés à un environnement terrestre qui se sont pourtant réfugiés dans la mer depuis bien longtemps. Les derniers points importants de cette explication, et c'est pas rien de le dire, sont liés aux motifs sur ces Pokémon. Un fun fact sur Relicanth dit qu'une carte au trésor serait dessinée sur son corps. On imagine facilement que les plaques claires seraient des continents ou des îles, et que les zones plus sombres représenteraient la mer. Évidemment, le point rouge serait le fameux trésor. Tenez d'ailleurs, la forme shiny de Relicanth est un peu plus parlante, car les parties foncées sont bleu turquoise sur celle-ci. Mais comme le motif se répète sur les deux côtés de son corps, on compte en réalité 2 points. Et Wailord alors ? Attendez, et si on essayait avec un sprite de la 4ème génération ? Voilà, les 4 points manquants pour un total de 6 points. Enfin, pour clore la réflexion, heureux hasard ou pas, un caractère en braille est une composition d'une matrice de 6 points. Donc 6 points, c'est très bien. Mais qu'en est-il du reste de l'énigme ? Waouh, j'avais pas été aussi secoué depuis mon arrivée en camion à Hoenn. Enfin bon. Une porte ? Je crois pas, non, j'en ai entendu 3, et on sait déjà où on va se rendre. De toute façon, vous les avez vus, non ? Là. Et l'aventure continue. En retournant dans le désert de la route 111, un trou juste assez grand pour nous laisser passer s'est dessiné sur la grotte énorme entourée de 6 rochers. A l'intérieur, une salle entièrement vide et au fond de celle-ci, encore des inscriptions en braille. Cette fois-ci, on nous demande de faire 2 pas à gauche, 2 pas vers le bas, puis d'utiliser la CS Éclate-Roc. On s'exécute. Une brèche s'ouvre alors, on avance, et dans la salle suivante... La mare rocheux présent au centre de la pièce vient de prendre vie sous mes yeux. Mon Pokédex indique qu'il s'agit de Regirock, un Pokémon légendaire. Le combat s'engage. Et d'un. Voici la première partie de la réponse à notre mystère, oui, parce qu'il doit forcément en rester au moins 2 autres, on l'a bien entendu. Sans attendre, après cette première capture, je continue à parcourir Hoenn en courant, en pédalant, mais surtout en surfant, parce qu'il y a beaucoup trop d'eau à Hoenn. Enfin, en me perdant sur la route 105, pas si loin de là où j'avais commencé mon aventure, je me retrouve à nouveau devant une grotte. Là encore, 6 rochers entourent le lieu. Je rentre, je déchiffre le texte, et comme demandé, me voilà en train de faire le tour de la pièce. Après m'être assuré de rester bien proche de la paroi, un chemin se dévoile à nouveau. Alors bien sûr, j'entre, et ensuite... Une rencontre épique plus tard, Regis sort de son hibernation et rejoint mon équipe. Et de 2, plus qu'une grotte, plus qu'un seul membre du trio. Alors, en quittant cette île pour rejoindre Cintronel, la ville suspendue dans les arbres, puis en traversant les ponts et les hautes herbes de la route 120,
on peut se rendre au dernier plateau qui porte ce mystère. Et évidemment, on peut y apercevoir les mêmes fameux rochers. Et bien sûr qu'il y en a 1, 2, 3, puis 4, 5 et 6. Elle est ici la fin du mystère, au sommet de cette montagne. Cette fois-ci, on jouera la marionnette du texte sur le mur du fond pour la dernière fois, en se plaçant au milieu de la salle et en utilisant Flash, une autre capacité spéciale qui a pour effet de révéler l'intérieur des grottes trop sombres. On se place donc au centre pour éclairer la dernière pièce de ce puzzle. Franchissons la porte. Le Pokémon au centre semble pris dans un lourd sommeil, mais nous allons le réveiller pour lui proposer de nous rejoindre. Tout est bien calme à présent. La terre ne tremblera plus à Hoenn. Je suis seul, au milieu de la pièce, entouré de 6 rochers. Le mystère s'est envolé, mais je souris, car je comprends qu'il m'a offert un cadeau d'une grande valeur. Je ne fais pas référence à mes 3 nouveaux compagnons, bien que je sois fier de pouvoir partager mes prochaines aventures avec eux. Non, ce qu'il m'a laissé, c'est un apprentissage. Il m'a laissé comprendre que par ces jeux que j'aime tant, des gens pleins d'imagination sont capables de me faire voyager plus loin que ce que je suis en mesure de percevoir, de voir plus loin que la première lecture, et de lire à travers les lignes pour déceler la part cachée des mystères qui résident dans leurs œuvres. Et cela, tant que je prendrai le soin d'être curieux. Félicitations, vous avez atteint la seconde partie de la vidéo. Je suis si fier de vous. À présent, le mystère d'origine n'en est plus un pour vous, n'est-ce pas extra? En parlant d'extra, vous en voulez encore? Suivez-moi. Bon, j'ai pas choisi de parler de cet événement Pokémon par hasard, je le mets entre guillemets ici, car c'en est techniquement pas un, mais j'arrive pas à ne pas raccrocher le ressenti que j'ai en parlant de ce contenu supplémentaire aux autres souvenirs que j'ai des véritables événements Pokémon. Alors, j'ai décidé qu'on allait en faire un petit tour, vous et moi, pour que je puisse mieux vous expliquer où je veux en venir avec toute cette histoire. Pour avoir la chance de rencontrer Mew dans Pokémon Emerald, il faut avoir en sa possession la vieille carte qui permet de se rendre sur l'île lointaine. Mew s'attrape après une partie de cache-cache, on a un message un peu effacé sur un coin de l'île et c'est à peu près tout. Alors non, c'est pas tout du tout. Déjà, l'accès à l'île a été réservé à la version japonaise de Pokémon et la carte n'a été distribuée qu'au Japon et à Taïwan. Ensuite, et c'est là que je veux en venir, Mew, en plus d'être l'ancêtre de tous les Pokémon, a également été l'élément déclencheur de la création des événements Pokémon. Je l'explique. Peu avant que les premières versions de Pokémon soient commercialisées, un développeur du nom de Shigeki Morimoto a ajouté au jeu un 151e Pokémon, Mew. Le truc, c'est qu'originellement, Mew était prévu comme une vanne entre développeurs et il n'était donc pas prévu que les joueurs puissent le rencontrer dans leur aventure, parce que son obtention était réservée aux équipes de Game Freak, la boîte qui développe les jeux Pokémon de la série principale. Sauf qu'un jeu, ça a des bugs. Souvent. Et les jeux de la première génération de Pokémon échappent, mais alors pas du tout à cette règle. Et puis, t'as quoi à faire dans Pokémon, surtout dans la première génération? Vaincre la ligue et compléter ton Pokédex, c'est globalement tout. On est donc au début du raz-de-marée que va devenir Pokémon, et donc des premières spéculations sur l'univers du jeu et ses créatures de poche, et normalement, si tu joues assez, tu dois réussir à faire le tour de ton jeu sans trop de soucis. Et ce monsieur-là décide de rajouter un Pokémon.
personne ne peut y accéder. Et forcément, un jour, un bug est trouvé. Et alors des gens découvrent Mew. Comment voulez-vous ne pas les rendre fous? Genre... Ah! Mais on veut les rendre fous, et en se faisant des thunes surtout. Et c'est à partir de là que Mew a commencé à être distribué, ce qui a permis à de très chanceux joueurs de compléter l'intégralité du fameux Pokédex, et qui a surtout au passage fait exploser les ventes des jeux, et a énormément participé à la faillite de ceux-ci. C'est aussi de là que naîtra la fameuse légende de Mew sous le camion de Carmin-sur-Mer. Et voilà! Mew est le premier Pokémon de la longue liste des Pokémon fabuleux. Ce groupe de Pokémon, souvent apparenté à celui des légendaires, se distingue de ce dernier par le fait que ses membres ne sont pas nécessaires pour compléter le Pokédex, sauf exception. Mais également car ils sont habituellement obtenables via ces fameux événements. Cette culture autour des événements et leur lien avec les jeux Pokémon existe donc depuis le tout début et c'est un argument majeur qui a su aider Game Freak à garder en haleine ses joueurs tout au long de la vie de la licence. Ils furent nombreux par la suite, je continue donc en vous en présentant une poignée parmi mes préférés. Alors reprenons. Tenez, avec celui-ci par exemple. Je l'adore parce que je le trouve très singulier. Attendez, petit cours de Pokédex avant. Bon, vous le connaissez, lui c'est Pikachu. Et alors, voici Pichu. C'est Pikachu en petit, le petit de Pikachu, comme vous voulez. Plus petit, plus rond, plus mignon. Vous avez l'idée. C'est aussi le protagoniste de cette courte fable. Enfin, pas exactement celui-ci, plutôt celui-là. Le fameux Pichu aux couleurs de Pikachu. On l'obtenait dans les jeux Heart Gold et Soul Silver, et en le baladant près d'un hôtel du Bois aux Chênes, on pouvait alors y faire une rencontre aussi improbable que curieuse. Un deuxième Pichu, avec une oreille ornée de 3 épis, venait nous saluer et s'amuser avec notre petit personnage principal. Tout simplement. Sauf que, bien entendu, si le premier Pichu est une grande rareté du fait de son caractère chromatique, le second l'est d'autant plus, car il est tout simplement unique. Et puis, associé à ce lieu, terrain de jeu des multiples voyages dans le temps initiés par Celebi, ils ont grandement participé à approfondir le lore de ces jeux et à lui apporter un aspect mystérieux. À vrai dire, il ne se passe pas grand chose durant cette courte escapade, mais j'avoue que ouais, escorter un Pichu chromatique dans un bois mystique pour qu'il se fasse pote avec un Pichu tellement unique qu'il n'a pas le droit de quitter sa région, pour moi, ça claque. Et puis, quel flow sérieusement. Le concept d'événement Pokémon a selon moi atteint son paroxysme dans ces deux versions. Et en disant ça, je pense surtout à un event bien particulier. Ouais, particulier, c'est vraiment le terme. Je ne compte toutefois pas l'évoquer maintenant, dans cette vidéo, parce qu'il est mine de rien assez long, et que même s'il lie pas mal des éléments évoqués, j'estime que les événements que je vous ai présentés se suffisent de eux-mêmes. Par ailleurs, cet événement me semble tellement symbolique qu'il mériterait d'être traité comme un sujet à part entière. Quittons donc Johto pour nous rendre à Sinnoh. Dans le temple de la ville de Frimapic se trouve un colosse endormi, à l'image des golems trouvables dans la région d'Hoenn. Et si on lui présentait nos 3 régies? Il se trouve qu'en leur présence, le géant accepte à son tour de se réveiller, et nous donne alors une chance de lui faire rejoindre notre équipe. Mais vous remarquerez un détail intéressant. Ce puissant Pokémon légendaire est au niveau 1. De plus, il semble visiblement affaibli après son sommeil prolongé, et ce sont 2 particularités qu'il ne possédait pas dans les versions Diamant et Perle qui précèdent Platine. Ces ajustements, qui pourraient sembler ridicules à première vue, témoignent de la volonté des développeurs d'immerger le joueur dans un monde dont les composantes sont cohérentes. Et il s'agit typiquement du genre d'attention qui participe à rendre cet univers si crédible et donne envie de creuser pour toujours en savoir plus. À présent, poursuivons notre escapade
en empruntant une route quelque peu perturbante. La première fois que l'on traverse la route 214 de Sinnoh, rien ne semble anormal. Il s'agit grossièrement d'une ligne droite prise dans un étau formé d'un côté par la montagne et de l'autre par une forêt. Et puis, on se rend probablement la courage pour une urgence, donc pas de temps à perdre. Toutefois, si, après avoir battu la ligue, on se surprend à se promener à nouveau aux abords de cette forêt, il se pourrait qu'un passage se dessine à travers les arbres. Alors, impuissant face à notre curiosité débordante, on s'empresse de suivre le chemin qui se dessine devant nous. Au bout de celui-ci trône une montagne et en son creux, on découvre un lac recouvert d'une épaisse brume. En contrebas, nous réussissons malgré tout à distinguer quelque chose ressemblant à une entrée de grotte. Intéressant. D'un pas attentif, nous nous approchons de celle-ci avant d'y pénétrer. À l'intérieur se dévoile un véritable dédale. Dès notre arrivée, un texte ancien nous donne les conditions à remplir pour avoir une chance de déceler le mystère de ce lieu. Il nous faudra alors errer dans ces salles, accompagnés de l'espoir de trouver ces fameux 3 piliers, avant d'avoir franchi 30 portes. Et si la chance décide de nous sourire, Giratina décide de nous montrer le sien. Enfin, retrouvons-nous à Unis pour nous aventurer dans une autre forêt à l'apparence trompeuse. En s'y rendant accompagné d'un des 3 fauves légendaires, Raikou, Entei et Suicune, spécialement distribués sous leur forme shiny pour cette occasion, on déclenche une interaction unique près de la caravane esselée au fond de la forêt. Une dame en sort lentement, s'approche de nous, puis se met à grogner avant de se ruer brusquement sur nous. Un combat débute alors et nous affrontons un autre fauve légendaire. Pas de temps à perdre, on décide alors d'asséner le premier coup. Blessé, notre adversaire dévoile son vrai visage. Il s'agit en réalité d'un Zoroark, un Pokémon introduit dans cette génération exactement. À la fin du combat, le décor s'est métamorphosé autour de nous, et nous voilà au centre d'un bosquet bien plus accueillant. Un randonneur qui traînait dans le coin nous aborde alors et nous donne quelques explications sur notre affrontement avec Zoroark. Selon lui, il semblerait qu'il ait fortement réagi à la présence de notre ami fauve lorsque nous nous sommes approchés de son territoire. Une fois ces explications apportées, celui-ci nous fait une dernière remarque sur la beauté du lieu, puis reprend son chemin. Mais comment un simple randonneur peut-il être aussi bien renseigné sur un Pokémon qui a pour spécialité de se dissimuler dans des illusions ? Zoroark a eu, pendant longtemps, un statut proche de celui des Pokémon fabuleux. Pas seulement du fait de ses capacités étonnantes à prendre l'apparence d'autres Pokémon, mais car il n'était pas possible de les capturer, lui et sa pré-évolution, en dehors d'événements jusqu'à la sortie des versions noires et blanc 2. Cela ne va pas nous empêcher de croiser sa route à de maintes reprises dans l'histoire principale, ce qui renforce l'idée que ce Pokémon spécifique est très important. L'organisation et le suspense derrière les diverses apparitions de Zoroark dans ces jeux démontrent à quel point la façon dont on présente un Pokémon peut avoir plus d'impact sur la perception qu'en ont les joueurs que le simple fait de l'étiqueter légendaire ou fabuleux. Bon, que retenir de tout ça ? Au cours de mon aventure sur Emerald, comme au cours de celle sur Saphir, je n'ai pu profiter d'aucun événement ou distribution, car pour y accéder, il fallait déjà connaître leur existence, et ensuite se rendre dans des magasins ou dans des lieux spécifiques pendant une période donnée, souvent très brève. Heureusement, les histoires aussi entraînantes que celles des 3 régies permettaient de compenser. Ces courtes aventures présentaient un niveau équivalent de mise en scène. Certains événements complétaient même des histoires annexes à l'histoire principale, c'est le cas de celui de Darkrai qui répondait à notre rencontre avec Cresselia à Sinnoh. Aujourd'hui, ces événements sont passés, et dans les jeux Pokémon, les événements passés sont passés. Bien sûr, ça, c'est la théorie. On dispose maintenant de nombreuses méthodes pour débloquer l'accès aux zones auparavant réservées aux participants de ces événements, dont une très fascinante dont j'adorerais vous parler à l'avenir. Cependant, pour moi, ces événements sont chacun des marqueurs d'une époque et je sais que les obtenir par d'autres moyens me laisserait un sentiment d'inachevé.
J'ai dit plutôt avoir choisi, pour une raison toute particulière, le cas des 3 régies dans Pokémon Emerald pour vous parler de toute cette culture des événements Pokémon. Cette raison, c'est que contrairement à la plupart de toutes ces brèves aventures, celle-ci demandait une implication et une recherche plus poussée de la part du joueur, ce qui rendait la récompense d'autant plus savoureuse. La simplification à l'extrême de toutes ces énigmes et procédés d'obtention de Pokémon uniques, mythiques ou tout simplement rares, a fait apparaître chez beaucoup de joueurs une impression de vide, voire de manque, comme si ce type d'événement avait tout bonnement disparu. La démultiplication des distributions et des moyens d'obtenir l'ensemble du cast des Pokémon a englouti ces interactions avec l'univers des jeux et a donc probablement grandement participé à réduire l'importance de ces Pokémon à nos yeux. Mais pour être tout à fait honnête, je pense que la nostalgie est aussi à pointer du doigt, parce que certaines micro-histoires des jeux Pokémon plus récents n'ont pas à rougir devant certains des meilleurs événements des anciens jeux Pokémon. J'ajoute par ailleurs que l'esthétique rétro des anciens jeux en 2D avec leur vue du dessus et leur pixel art iconique me semble plus efficace pour retranscrire une atmosphère mystérieuse que la 3D lisse et la direction artistique enfantine des jeux plus récents. Mais bon, on parle ici de ressenti et donc je ne peux pas essayer sans nostalgie pour vous donner la réponse. De toute façon, vous avez sûrement la vôtre si vous avez fait partie de la même génération de joueurs que moi. Je me demande même, au moment d'écrire ces phrases, si je n'ai pas toujours préféré les événements auxquels je n'ai jamais pu accéder. Comme si je ressentais une sorte de nostalgie commune, et car ce sont ceux qui demeureront les plus mystérieux à mes yeux, évidemment. Ils m'apparaissent naturellement beaucoup plus proches des rumeurs, théories et fakes sur internet, bien que ceux-ci aient bien existé, ce qui leur donne la même aura mystérieuse. Et c'est sûrement la raison pour laquelle je reviens, des années après, les voir et les revoir sur YouTube. J'envie les gens qui ont pu profiter de chacun de ces événements. J'imagine leur admiration et leur surprise lorsqu'ils ont découvert tous ces lieux et ces créatures si énigmatiques. Ces derniers temps, je joue de moins en moins à Pokémon. En fait non, je n'y joue même plus du tout. J'ai pensé me séparer naturellement de cet univers en grandissant, puis je suis finalement resté en découvrant la réelle profondeur du jeu, avec sa génération des caractéristiques beaucoup trop pointilleuses pour un jeu dont le public visé est aussi jeune. Mais bon, malheureusement, j'ai finalement jamais accroché à la stratégie, alors je suis resté plus longtemps pour les fameux Pokémon d'une couleur différente. Et après en avoir capturé quelques-uns parmi mes préférés, je me rends compte que ce qui faisait pour moi vivre le mystère de ces jeux s'est envolé. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, même si j'ai plusieurs pistes, le passage de la direction graphique en 2D, chibi pixelartisé à la 3D, on fait ce qu'on peut en coupant la moitié du Pokédex. Comme évoqué précédemment aussi, l'aspect trop enfantin des derniers jeux à une époque où beaucoup de ceux qui ont grandi avec ces jeux auraient espéré voir cette licence gagner en maturité en même temps qu'eux, ma connaissance de cet univers grandissante qui a fini par faire s'évaporer la grande majorité de mes questions, et peut-être finalement un peu la lassitude, tout simplement. Sûrement un peu de tout ça. Mais ce que je sais à présent, ce qu'il me reste de ces jeux, c'est ce qu'ils m'ont appris. C'est ce goût pour le mystère, cet éveil de la curiosité. Il reste une dernière histoire de Sinnoh que je me dois d'évoquer. Et il s'agit peut-être de la plus importante de toutes. Mais aussi surprenant que cela puisse paraître, cette fois-ci, c'est l'un de vos souvenirs que je vais évoquer. Pas à pas, il refait surface. Ce jour, il est convenu que l'on vous apporte un objet, une flûte à la sonorité singulière. Une fois celle-ci en votre possession, vous deviez gravir le plus haut relief surplombant la région et atteindre son sommet. Porté par les dernières ressources de vos jambes épuisées, vous voilà en train de fouler le sol froid des colonnes lances qui culminent tout en haut du mont couronné. Il s'agit d'un lieu unique, au caractère tout aussi mythique qu'existentiel, mais surtout d'un lieu qui, sans l'aventure que vous venez de vivre, ne vous semblerait pas aussi étrangement familier. Avant que vous n'ayez l'opportunité d'entreprendre quoi que ce soit, la flûte s'anime dans votre sac. Constatant avec surprise ce phénomène, vous vous empressez de la saisir et décidez de faire ricocher sa mélodie sur les parois des montagnes alentours.
Un escalier, bien trop lumineux pour vos yeux qui s'accommodent encore après votre sortie de la grotte, apparaît et vous invite à vous élever au-dessus des colonnes. Dès les premières marches, vous êtes frappé d'une forte impression de déjà-vu, mais vous poursuivez votre ascension sans fléchir sous sa force. À bout de souffle, vous projetez vos derniers pas sur le haut de cet escalier et découvrez, quelques mètres devant vous, une forme, une entité, un Pokémon peut-être. Et vous vous souvenez à présent, vous avez rencontré Dieu. Malgré tout, un doute persiste, au plus profond de vous. Ce n'est pas possible. Cet événement n'a pas pu se produire. Le son aérien de la flûte azur accompagne encore vos pensées et pourtant vous êtes en mesure d'affirmer avec une lucidité folle, le livreur n'est jamais passé. Plus une bribe de votre mémoire ne manque à l'appel, mais vous êtes persuadé que tout cela n'a pas pu se matérialiser dans votre monde. Peut-être dans une autre époque, peut-être dans d'autres univers, pourquoi pas avec d'autres personnes. Mais vous n'auriez jamais pu vous retrouver ce jour, en ce lieu, devant Arceus.